Non, d'ailleurs, j'ai rajouté un N aussi à mon nom pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a déjà beaucoup trop de haine dans notre société et à notre époque. Ah oui, très subtil, oui. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée par Janine, mais bon, je ne le fais pas en étant un spécialiste de Malraux. Et même si la question m'a été posée assez tôt pour que je puisse relire une partie de son œuvre, je n'ai pas tout relu, je dois vous l'avouer. Et en plus, avant la remise de mon travail à l'écrit, je considère ici que ce n'est encore qu'un brouillon qui est soumis à la contradiction et à la correction de tous les présents, voire des absents intéressés par la chose. Je vais vous donner la conclusion avant le développement, pour être certain de tenir le temps. C'est une méthode qui a son utilité. Et puis, pardonnez-moi de vous rejoindre seulement, mais j'avais des obligations toute la journée. Je ne peux vous rejoindre qu'à 7 heures, mais j'essaierai d'être plus présent demain. Emmanuel Macron, alors sans doute aussi avec des intentions qui n'étaient pas dénuées de polémique, lors du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2018, devant une soixantaine de chefs d'État réunis à l'Arc de Triomphe. Il y avait là Donald Trump et Vladimir Poutine, par exemple, a dit « le patriotisme est l'exact opposé du nationalisme ». Bon, il devait y avoir une part de polémique, comme je le dis, parce que si je prends l'exemple d'André Malraux, ça ne marche pas très bien. Bon, heureusement, comme le président n'est pas là. Donc, pour une fois, il n'a pas pratiqué l'art du en même temps. Il a dit que c'était absolument différent. Alors, Malraux nous donne un assez bon exemple, je trouve, de quelqu'un qui est allé bien plus loin que la distinction présidentielle, puisqu'il coche au fond toutes les cases que j'essaierai de définir un peu plus longuement après vous avoir donné le diagnostic. Et ces cases qu'on ne met pas toujours ensemble, c'est certain, patriotisme, nationalisme, internationalisme et cosmopolitisme. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cas d'André Malraux. Il n'est pas le seul, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Et non seulement il coche toutes les cases, mais pas dans une évolution qui serait un reniement successif. Il coche toutes les cases en même temps. C'est façon mot croisé ou sudoku. Bon, c'est ça que je voulais souligner. Je pense que c'est le point le plus important. Donc je pourrais m'arrêter ici. L'essentiel a été dit, mais je vais essayer d'appuyer cette conclusion quand même par quelques distinctions que je développerai dans la version écrite. Alors, il les coche par l'exemple, par l'écriture, certes, mais, et c'est peut-être en ce sens que c'est également intéressant, pas en théorisant ni en philosophant ce qu'il fait. C'est pas, là aussi, nous n'avons pas, en tout cas, je n'ai pas vu dans les documents que j'ai lus et étudiés, une sorte de profession de foi disant je suis patriote, nationaliste, internationaliste et cosmopolite, admirez l'effort. Pas du tout. Ça se fait plutôt naturellement, spontanément. Et ça se fait, au fond, sous les multiples formes que André Malraux sait prendre, celles de voyageurs, de témoins, d'aventuriers, de romanciers, d'essayistes, d'intellectuels plus ou moins engagés, d'acteurs politiques, de ministres, d'esthètes, de penseurs, d'hommes de conversation. Donc on retrouve les éléments que je vous disais au fond dans un peu toutes les facettes, non seulement de son personnage, mais de sa carrière, dans les différents postes ou les différentes positions, les différentes situations dans lesquelles il s'est trouvé. Si bien qu'on peut considérer que, au-delà même d'une prise de position sur ces sujets, il y aurait chez lui une allure, une attitude, un caractère qui le pousserait à avoir coché toutes ces cases. Et d'ailleurs, il le fait d'une manière qui est
toujours assez provocante pour l'intelligence, c'est-à-dire sur différents registres. Hein. Bon, j'ai dit que c'était plutôt simultané que successif. Finalement, les meilleurs connaisseurs pourront tracer des époques où tel thème prend plus d'importance qu'un autre. Mais l'important pour moi, c'est que comme les notes d'un accord, ces quatre positions restent toujours présentes dans l'accompagnement de la mélodie principale. Et il le fait aussi d'une façon parfois tendue, parfois apaisée, sereine, exaltée, sur des thèmes qui peuvent relever du mondial ou du local, de l'individuel ou du collectif, de l'achevé et de l'inachevé. J'aurais pu aller encore plus loin, mais vous l'avez fait, ou nous allons le faire durant ces journées, donc je n'ai pas ajouté à ces nombreuses cases l'antifascisme, la résistance, la culture mondiale, la pensée planétaire, la vision de là et des cultures, mais ça pourrait faire partie, bien sûr, du sujet. Donc, pourquoi peut-on dire que André Malraux coche la case, je vais garder ma comparaison jusqu'au bout, du patriotisme. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est le patriotisme, ou en tout cas l'entendre d'une façon un peu plus nuancée et développée que celle du président Macron. Donc, le patriotisme, généralement, un peu, et l'extension à la nation ou au pays qu'on occupe d'un attachement à ce qui est à soi. C'est la définition la plus ordinaire, comme on aime sa famille ou sa maison. Donc on y tient un peu plus qu'à celle des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle en général le patriotisme ordinaire. Et puis, nous avons un patriotisme qui devient politique quand il est la défense de l'indépendance nationale, mais n'oublions pas au passage que c'est tout aussi bien la défense de n'importe quelle autre entité politique. On a pu être patriote pour défendre la cité dans l'Antiquité, ou pour défendre, il peut y avoir un patriotisme impérial. Mais nous parlons du patriotisme attaché à la nation. Et le troisième point important du patriotisme, c'est, une dernière remarque en passant aussi, je ne sais pas si c'est devenu aussi évident, mais il n'implique pas du tout la liberté individuelle, le patriotisme. C'est un surcroît quand le régime est démocratique. Mais remarquons que nous pouvons être patriotes aussi bien pour défendre un système oppressif, et c'est d'ailleurs parfois la ressource des tyrans ou des dictateurs que d'utiliser le patriotisme quand ils sont à bout des autres ressources. Un seul exemple que connaissait Malraux, celui de Staline, qui se sert au fond du patriotisme russe pour défendre ce qui pour lui est encore plus important, c'est-à-dire l'idéologie communiste soviétique. Et enfin, la dernière chose, et ça sera sensible aux Malraux gaullistes, la caractéristique du patriotisme, contrairement au nationalisme, c'est qu'il réunit, au moins dans les moments de crise, c'est une attitude qui unifie, y compris les composantes politiques les plus diverses. Général de Gaulle n'a pas manqué de remarquer que dans ses premières semaines à Londres, il avait des gens de tous les bords politiques, voire peut-être même manquant de certains bords, mais en tout cas, ce n'était pas orienté politiquement. Donc on a bien la vérification par cet exemple, comme on l'aurait dans d'autres. Enfin, un petit point qui est moins important dans le patriotisme et qui peut l'être à l'égard d'André Malraux, on ne peut évidemment pas être patriote dans tous les pays du monde simultanément, mais on peut l'être quand même pour d'autres causes que celles du pays où l'on vit ou du pays où l'on est né. Exemple, les plus fameux étant ceux de Lord Byron en Grèce ou de Lafayette aux États-Unis et de quelques autres. Et bon, il y a chez Malraux aussi cette composante qui consiste à être un patriote à plusieurs dimensions et à s'engager dans des causes qui sont celles d'une autre nation ou d'un autre combat national, révolutionnaire, mais révolutionnaire et national. En ce qui concerne le nationalisme, cette fois,
il y a beaucoup de définitions du nationalisme, et je ne veux pas uniquement vous imposer la mienne, je la cite quand même, pour faire assez large. Je pense que le nationalisme est avant tout un véhicule pour d'autres idéologies, et c'est pourquoi il peut être de gauche, de droite, réactionnaire, progressiste, replié, impérialiste, littéraire ou pseudo-scientifique, enfin que sais-je, il peut être tout. Donc je ne vais pas vous donner la liste, elle est infinie. Mais il y a quand même un point qu'on retrouve à peu près toujours dans le nationalisme, c'est qu'il essaie de conjuguer ce qui existe déjà dans la plupart des cas, mais qu'il veut renforcer, c'est-à-dire une entité culturelle et une entité politique. Précisons au passage que cette entité culturelle peut être plurilinguistique ou pluriculturelle, mais enfin c'est de la culture et de la politique. De même que cette entité politique peut être démocratique, républicaine, dictatoriale, monarchiste, etc. Et donc il crée de ce fait, ou s'occupe de ce fait d'un objet culturel, des cultures, des caractères nationaux, des récits nationaux, mais aussi d'un sujet politique qui doit être agissant, pas à la manière du patriotisme, pas forcément en unissant un peuple qui veut garder son indépendance, parfois en divisant. C'est aussi une des caractéristiques du nationalisme. Il y a des nationalismes unificateurs, mais il y a aussi des nationalismes profondément clivants. En tout cas, c'est à propos du sujet politique. Et dans certains cas, en tout cas le nationalisme moderne, on peut dire qu'il est aussi une forme d'engagement social à réaliser un certain type de société plutôt qu'une autre. On retrouve le même problème qu'avec le patriotisme. Ce nationalisme peut ou non s'accommoder de différents régimes, mais pas à la manière du patriotisme. Là aussi, je pense que les relations avec De Gaulle, mais ça sera précisé dans la version future de ce que je vous dis aujourd'hui, sont forcément plus complexes parce qu'on ne voit plus de la même façon aujourd'hui le nationalisme dans une époque qui se veut, à tort ou à raison, post-nationale. Donc c'est plus difficile à démêler que le fil du patriotisme. Est-ce qu'il faut qualifier des choses qui n'apparaissaient pas nationalistes à l'époque, dans les années 60, pourront être qualifiées de nationalisme aujourd'hui? Qui a tort, qui a raison, c'est toute la différence du passage du temps qui nous pose problème. Donc, si nous parlons de Malraux ministre, par exemple, peut-on dire qu'il était le ministre des nationalismes culturels? Peut-être, pourquoi pas, mais nous allons alors à ce moment-là nuancer immédiatement ce que je viens de dire en passant à l'internationalisme et au cosmopolitisme. Par ailleurs, c'était une époque où la langue française était encore une langue internationale, donc question ne se posait pas non plus sous l'angle, je dirais, de l'analyse du nationalisme. On peut ajouter au passage que les nationalismes agressifs, en général, sont beaucoup plus liés à la puissance et à l'absence de démocratie. Les démocraties peuvent être impérialistes, mais en général, quand elles sont des superpuissances, elles sont plutôt impérialistes que nationalistes au sens strict. Elles veulent exporter leur modèle plutôt que de conquérir le voisin. Mais dans le cas de Malraux, il est certain que si nous caractérisons son nationalisme comme un nationalisme de prestige, insistant sur les grandes nations et sur leur contribution à l'histoire de l'humanité, je n'ai pas néanmoins trouvé d'occurrence chez lui d'un nationalisme de la supériorité. Et il y a une défense tout aussi grande de l'existence des petites nations ou de celles, j'appelle petites, celles qui n'ont pas de puissance ou qui sont moins connues, ou qui sont moins nombreuses. Je ne dis pas petit au sens hiérarchique, mais au sens du volume et de la taille et de l'influence. Donc, de ce point de vue, il s'inscrirait dans un nationalisme un peu mazzinian, dans un nationalisme qui
qui considère que ce qu'il y a de bon dans le nationalisme est bon pour tout le monde, et qu'il ne faut pas le réserver aux puissants, ou à certaines cultures, ou à certains peuples. Ce qui m'amènera d'ailleurs aussi à le comparer à la fin avec Gandhi et Nehru, et des références pour lui. Donc j'en viens à la troisième case. La troisième case, c'est celle de l'internationalisme. Alors là, Malraux est intéressant sur ce point parce qu'il part de l'internationalisme de type communiste, au fond. Alors son communisme est un communisme peu très critique envers le Parti communiste français, mais assez pro-révolutionnaire au sens des mouvements de décolonisation, ou au sens d'un certain idéal d'égalité. Mais il va aussi vers un internationalisme de coopération entre les nations, avec l'idée que les États peuvent être des acteurs positifs et pas simplement négatifs dans les services qu'ils se rendent, enfin le mot n'est pas très bon, mais dans l'aide qu'ils peuvent s'apporter mutuellement, évidemment dans les cas où ils coopèrent au lieu de s'opposer. Mais ce n'est pas non plus l'internationalisme au sens des internationales, première, deuxième, troisième, quatrième. C'est une autre forme d'internationalisme et on le comprend mieux si on s'intéresse à la quatrième et dernière case, qui est celle du cosmopolitisme. Malraux est cosmopolite. Alors, il me semble qu'il faut distinguer deux sortes de cosmopolitisme, et c'est là que je le rapproche de Gandhi. Il y a des domaines de l'activité humaine où le cosmopolitisme s'impose. Je ne dis pas qu'on n'a aucun mérite à être cosmopolite, mais quand on est musicien, artiste, écrivain, mathématicien, il est évident qu'on a envie de parler mathématiques et qu'on s'intéresse assez peu à la nationalité de l'autre mathématicien, mais plutôt à son talent ou son génie, ou voire son absence de talent. Mais, donc c'est l'activité elle-même qui a une nature cosmopolite. En revanche, dans les domaines qui sont ceux du politique, du juridique et de l'économique, les acteurs ne peuvent pas être les individus. Les individus ne pèsent pas assez lourd. Ils peuvent être à la tête d'organisations, ils peuvent être dans des associations, ils peuvent être dans des hautes fonctions, ou au contraire être totalement bénévoles. Mais néanmoins, les véritables acteurs, que disaient Gandhi et Nehru, de ce cosmopolitisme-là, ne sont pas simplement des individus qui sont cosmopolites par la nature même de leur activité. La preuve, c'est que sur ces questions, le cosmopolitisme n'est pas toujours la solution qui prévaut. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, sur cette quatrième case, je crois que nous pouvons comprendre comment ces différentes composantes s'équilibrent. Il est plus un homme de la circulation et de l'appartenance, c'est-à-dire qu'on peut prendre les idées des autres et les faire siennes, au moins jusqu'à un certain point, peut-être pas avec naïveté. Et c'est peut-être de ce fait que ce qu'il appelle le damier des cultures et des nations serait non pas le contraire, mais plutôt un des instruments, parmi d'autres, de la civilisation planétaire à laquelle il aspirait. Et c'est aussi un homme de l'appartenance, mais ça va plus de soi, quand dans la remarque qu'il a fait, qui est dans le livre Malraux et le gaullisme, les autres ne font pas la nation à votre place, je crois. On ne fait pas la nation des autres. On ne fait pas la nation des autres. Voilà. Et bon, il y a en effet cette idée que, très romantique, hein, que les nations sont des individus, certes des individus un peu particuliers, qui ont une plus longue vie, mais qui aussi naissent et meurent et ont des sautes d'humeur et des moments de bonne humeur, comme nous tous. Voilà la fin du brouillon pour l'instant.